Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de diviser vos coûts par 10? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de diviser vos coûts par 10 tout en améliorant la qualité du service dont vous bénéficiez? Alors, c'est pas vraiment quelque chose de très commun pour moi, ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle. C'est pas non plus vraiment un objectif après lequel je cours de manière générale. C'est plutôt arrivé comme un effet secondaire en essayant de remplir un autre objectif qui était celui de mettre en place une nouvelle CI pour l'application Android sur laquelle on travaille et migrer depuis celle qu'on avait sur Google Cloud Build. Je m'appelle Titouan Thibault, je suis développeur Android chez InnovOrder et aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai eue en faisant cette migration donc de Google Cloud Build vers GitHub Actions, vous parler un petit peu de toutes les étapes par lesquelles on est passé, des défis qu'on a rencontrés et comment on les a surmontés. Ça marche plus ici. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, donc comme je vous l'ai dit, on était sur Google Cloud Build, qui est une autre plateforme de CI, qui n'était pas vraiment adaptée à nos besoins. C'était difficile de la faire, de la customiser, de la faire scaler. Les personnes qui avaient développé la CI étaient déjà toutes parties, avaient laissé de la documentation qui nous permettait pas vraiment de faire de nouvelles choses dans de bonnes conditions. On a fini par décider donc de réimplémenter la CI. On est parti sur GitHub Actions, en particulier parce que l'équipe web utilisait déjà cette plateforme, et puis on avait déjà aussi des tests instrumentés qui avaient été mis en place sur GitHub Actions. Donc on est parti sur cette plateforme, on aurait pu partir sur d'autres. Voilà pour le contexte. Alors pour expliquer un petit peu les étapes que j'ai suivies, en gros, j'ai découpé en 4 gros blocs la CI qu'on avait initialement. 4 gros blocs qui sont donc build, donc qui vont être builder donc les APK qu'on va ensuite déployer, tester, donc lancer les tests unitaires, et puis déployer. Donc dans notre cas, on n'utilise pas Google Play, on déploie sur App Center pour des raisons spécifiques de l'entreprise, et puis notifier. C'est-à-dire envoyer une notification, dans notre cas sur Slack, pour savoir donc si le workflow a eu un succès, une erreur, savoir éventuellement combien de temps il a tourné, etc. Alors, avant de commencer à vous expliquer comment on a fait tout ça, j'aimerais vous parler un petit peu des concepts de base de GitHub Actions. Alors, il y en a 4 que j'ai retenus pour essayer de vous passer toutes les informations importantes. Donc, la première, c'est une step. Alors, une step, ça va être une action unitaire qui peut être ou bien du code, du bash par exemple, si vous voulez, une commande bash, ou bien une action. Alors une action, ça va être du code qui va pouvoir être réutilisé et qui va permettre de factoriser différentes actions unitaires. Et donc, vous pouvez les mettre éventuellement dans vos propres repositories privés et donc les disponibiliser seulement pour vos propres repos. Ou alors, vous pouvez les mettre aussi dans des repos publics, et dans ce cas-là, ça va être disponible publiquement à tous les autres, toute personne qui a envie de les utiliser. Et donc, je vous montrerai après, mais il existe un marketplace qui est maintenu par GitHub et qui permet de trouver assez facilement des actions qui vont correspondre à ce que vous recherchez. Et puis, on a le concept ensuite de job. Un job, on peut dire que c'est une VM sur lequel, c'est une suite d'actions, de steps qui vont tourner de manière séquentielle sur un runner. Donc un runner, vous pouvez considérer que c'est une VM sur laquelle vont tourner donc ces jobs. Je reviendrai sur ce concept un peu plus loin. Donc je vais parler du marketplace. Vous voyez ici donc le marketplace de GitHub. Donc avec une description finalement des actions. Et puis si vous voulez aller voir le détail d'une action, vous allez voir sa documentation. Dans l'idéal, elle est bien faite, elle vous a expliqué, vous allez voir quels sont les paramètres que vous pouvez passer, les outputs que vous allez recevoir, etc. Pour mettre en place du coup le workflow, je vais vous montrer un petit peu les étapes qu'on met en place les unes après les autres. Alors, tout va être fait dans un fichier YAML. Donc, première chose qu'on va faire, on va check out le code. Donc, avec simplement ce code-là, vous allez avoir à partir de maintenant le code qui est checkout sur le commit sur lequel vous faites tourner le workflow. Alors vous voyez ici déjà les premiers concepts qui vont arriver. Donc le name, vous allez pouvoir mettre donc le nom de cette étape qui va apparaître dans votre rapport d'exécution. Et puis uses ici, donc c'est de cette manière-là qu'on utilise une GitHub Action. Alors dans le cas que vous voyez ici, c'est une action qui est proposée par GitHub. Donc vous voyez que on a au départ le action, donc qui va être le nom
de l'utilisateur GitHub et puis checkout le nom du repo en général. Et puis vous pouvez ensuite définir quelle version de l'action vous voulez utiliser. Donc c'est assez important aussi de garder ça en tête. Les versions que vous allez utiliser, c'est important de mettre des versions qui sont stables, qui ne vont pas bouger. Vous ne pouvez pas mettre, par exemple, si vous mettez master, par exemple, bah, vous n'êtes pas à l'abri qu'à un moment, le master reçoive de nouveaux commits, par exemple, sur le repository de cette action, et donc soit mis à jour sans que vous ayez l'intention d'utiliser cette mise à jour. Faire attention donc à utiliser des versions, par exemple, V2. Et donc cette animation ne fonctionne pas très bien. Pour ensuite mettre en place, dans notre cas, Java 11, on a besoin d'utiliser Java 11 pour builder notre projet. Tout simplement, uses une nouvelle action, setup Java, et puis ici, on peut y passer un paramètre, Java 11, la version à laquelle on veut le passer. Donc vous pouvez passer 8 si vous voulez avoir Java 8, etc. Ensuite, pour builder notre APK, alors dans notre cas, on utilise tout simplement l'action qui est mise à disposition par Gradle. Et puis ici, donc, vous allez voir qu'on peut utiliser des arguments. Donc les arguments sont passés avec le with. Là, argument, c'est le nom du paramètre qu'on veut passer. Et puis vous allez pouvoir passer des arguments comme vous le feriez finalement en faisant tourner Gradle en local. Et puis vous voyez ici aussi que vous pouvez passer des variables d'environnement. Dans notre cas ici, term dom, c'est pour que vous puissiez avoir tous les outputs de Gradle de manière lisible dans vos rapports d'exécution. Pardon. Et puis ensuite, donc, on va faire tourner nos tests. On a fait tourner les tests juste avant ici. Je les ai mis dans les actions dans les arguments ici. Et une fois qu'on a fait tourner les tests, il va être important de pouvoir récupérer les résultats de ces tests. Alors, une manière de récupérer les résultats de ces tests, ça va être de tout simplement les uploader comme des artefacts. Donc, le résultat de ça, ça va être que vous allez avoir un zip qui va être attaché à votre rapport d'exécution du workflow, que vous allez pouvoir ensuite récupérer sur votre ordinateur, de manière à ouvrir ensuite le fichier HTML avec les rapports de test. Donc tout ça, c'est fait de cette manière. Et alors, il y a un nouveau concept qui apparaît ici, qui est le if always. Alors, if always, pourquoi on utilise ça? Par défaut, dans un job, si une step fail, toutes les autres vont être sautées. Si vous voulez qu'une step ne soit pas sautée malgré l'échec d'une step précédente, vous devez rajouter ce if always. Dans notre cas, en fait, c'est vraiment dans le cas où les tests ont fail qu'on a vraiment besoin finalement des rapports de tests. Donc on voit assez vite l'importance de ce if always. La manière dont ils vont apparaître, ces rapports, ils vont apparaître ici dans le rapport d'exécution du workflow. Je ne vais pas rester très longtemps sur ce screenshot parce que j'y reviendrai un petit peu. Il y a une autre manière qu'on peut mettre en place de voir les rapports de test. On peut utiliser aussi des GitHub Actions qui ont été mises en place par des personnes de la communauté et qui permettent de voir tous les rapports d'exécution de vos tests directement dans les rapports d'exécution du workflow. Ça vous permet de gagner du temps et d'éviter d'avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un zip qu'il faut aller récupérer sur votre ordinateur, dézipper, ouvrir un fichier HTML, etc. Donc ça, c'est une action que j'ai pas mis le code ici qui vous permet d'utiliser. Je peux vous le donner par la suite si vous voulez. En tout cas, c'est juste pour vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on peut améliorer aussi un petit peu nos résultats, très simplement avec ce qui est mis à disposition par la communauté. Et puis donc la dernière étape dont je vous ai parlé, qui était d'envoyer une notification. Alors de nouveau, j'utilise une action de la communauté. Donc là, vous voyez qu'on a un nom qui est un peu moins commun que ce juste avant, avec un nom d'utilisateur un peu atypique. Mais donc voilà, vous pouvez passer de nouveau des arguments. Dans notre cas, on passe un peu toutes les informations qu'on veut envoyer dans la notification. Et puis en variable d'environnement, le webhook. Vous voyez ici qu'on passe un secret. Alors je reviendrai là-dessus très bientôt. Et du coup, pour vous donner un exemple visuel de ce que donne cette notification, simplement avec le code que je vous ai montré juste avant, on a cette notification-là qui va apparaître dans le canal Slack qu'on a choisi, avec toutes les informations nécessaires, donc le hash du commit, le nom du commit, l'auteur, le temps qu'a mis le workflow à tourner, etc. Alors, si vous avez suivi, vous avez peut-être remarqué que je vous avais parlé de 4 blocs, mais je ne vous ai pas parlé de comment on déploie.
Alors, le déploiement, je l'ai gardé un petit peu pour la fin, parce que dans notre cas, comme je vous l'ai dit, on n'utilise pas Google Play, on utilise App Center. Donc App Center, c'est une plateforme de Microsoft qui permet de mettre à disposition nos APK, dans notre cas pour nos QA, et puis pour nos clients également. Il y a une petite chose importante là, c'est que la manière d'envoyer les APK sur App Center, en fait, on a plusieurs manières de le faire. On peut simplement faire des requêtes HTTP sur leur API, ou alors on peut utiliser leur interface en ligne de commande. Leur interface en ligne de commande, elle n'est disponible que sur NPM. Donc ça va demander un petit peu de configuration pour y avoir accès. Je vais vous montrer ça. Donc le code est un petit peu plus long que ce que je vous avais montré jusque-là, mais de nouveau, on va pouvoir donc setup Node, de nouveau, un petit peu comme on avait setup Java, c'est hyper simple, une action, la version de Node qu'on veut utiliser, et à partir de maintenant, on peut considérer que Node est installé. Ensuite, on va utiliser donc avec ce run ici, qui est la première fois qu'on l'utilise, au lieu d'utiliser un uses, ici c'est un run qui va vous permettre donc d'utiliser une commande bash de la même manière que vous l'utiliseriez sur votre ordinateur en local. À partir d'ici, on peut donc considérer que App Center CLI est utilisé. Et donc ici, on peut utiliser donc cette CLI et puis donc envoyer les APK donc sur App Center. Vous voyez aussi qu'ici, je n'ai pas mis de name par exemple, donc il est aussi possible de mettre une étape sans name. C'est pas un problème du tout. Le name finalement permet de customiser les rapports d'exécution. Alors, vous avez pu voir aussi donc ici que j'utilisais de nouveau les secrets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il est temps maintenant de vous expliquer comment on gère les secrets sur GitHub Actions. C'est assez simple. Vous allez tout simplement dans les settings de votre repository. Et puis, vous avez un menu à gauche dans lequel vous allez choisir Actions. Et puis ici, vous allez pouvoir avoir la liste de tous les secrets que vous avez enregistrés, en enregistrer de nouveau, et éventuellement mettre à jour la valeur d'un secret si jamais vous voulez changer sa valeur. À partir du moment où vous avez fait ça, vous pouvez donc utiliser le token de cette manière, avec un dollar, des accolades, et puis secrets, le nom du secret. Donc plutôt facile. Si jamais vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez aussi utiliser d'autres providers de secrets. C'est ce qu'on fait aussi dans certains cas chez InnoveOrder. Donc, je vous ai montré ça tout à l'heure, on va revenir un peu plus en détail là-dessus. Donc ici, c'est un rapport d'exécution d'un workflow. Donc vous avez de nouveau le nom de la personne qui a écrit le commit, la branche sur laquelle ce commit a été fait. Et puis vous voyez ici donc le nom du job. Il peut y en avoir plusieurs éventuellement. Donc ça, j'en ai pas trop parlé, mais il est possible de mettre plusieurs jobs de manière séquentielle ou alors en parallèle. Le temps qu'il a mis à s'exécuter et puis le temps total du workflow. Quand on rentre dans les détails, on peut voir toutes les étapes qui ont été exécutées, avec donc leur nom si on en a donné, avec leur nom par défaut si on n'a pas donné de nom nous-mêmes, le temps d'exécution de chaque étape, et puis en cliquant sur les petites flèches, on peut dérouler donc les outputs qui sont sortis de l'exécution des commandes ou des actions. Ça peut être très important pour débugger si vous avez des problèmes, pour voir par exemple quelles sont les raisons pour lesquelles un build a fail ou ce genre de choses. Alors, les résultats, finalement, étaient très positifs pour nous. On se retrouve avec une CI qui est beaucoup plus facile à maintenir, à écrire, et puis à customiser que la CI qu'on avait initialement. Donc, on a une équipe qui était très contente de ces résultats-là. Donc, on va regarder un petit peu maintenant comment ça se comporte en termes de performance et puis de coût. C'est quand même des choses qui peuvent être importantes. Alors, en termes de coût, on est passé de 64 centimes par build à peu près. En moyenne, évidemment, les temps de build ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais en moyenne, on a 64 centimes par build. Donc sur CloudBuild, notre ancienne plateforme, et puis sur GitHub, sur GitHub Action, on se retrouve avec des builds qui tournent pour 16 centimes. Alors, vous voyez ici que les machines, j'ai mis leurs caractéristiques. On était obligé d'utiliser des machines à 32 vCPU, 32 Go de RAM pour diverses raisons. Les GitHub Runners sont beaucoup plus faibles en termes de caractéristiques. Et surtout, on ne peut pas choisir leurs caractéristiques. C'est les seules qui sont mises à disposition par GitHub. Je reviendrai là-dessus après. En termes de performance, on se retrouve avec des temps de build qui sont 2 fois plus longs que ceux qu'on avait précédemment. Alors, on a réduit les coûts, mais ce n'était pas du tout mon objectif, comme j'ai dit au tout début. Moi, je voulais surtout pas avoir finalement des
des temps de feedback beaucoup plus longs. Donc là, pour le moment, on n'est pas sur un vrai succès. J'ai donc cherché comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des temps de build qui sont au moins aussi bons que ceux qu'on avait avant. Alors je vous ai parlé donc des runners qui sont mis à disposition par GitHub et qui donc sont limités en termes de caractéristiques. Il y a d'autres manières d'avoir des runners. On peut avoir ses propres runners qu'on maintient et pour lesquels on a les caractéristiques qu'on va avoir pour nos runners. Donc ça va être des VM qu'on va maintenir chez nous. Mais le problème, c'est qu'on va se retrouver de nouveau avec un des problèmes qu'on voulait éviter en passant sur GitHub Actions, qui était d'avoir de la maintenance de serveurs, de machines virtuelles, etc. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas finalement des providers qui vont nous mettre à disposition des runners avec des caractéristiques qui seraient plus flexibles que celles de GitHub Actions et qui nous permettraient d'avoir de meilleurs résultats de ce point de vue-là. Alors j'allais abandonner au moment où j'ai finalement trouvé un provider qui s'appelle Buildjet. Et petit disclaimer, je n'ai aucun lien avec eux. La seule chose qui me relie à eux, c'est le bonheur d'avoir trouvé quelque chose qui résolve mes problèmes. Et donc, vous voyez ici donc, toutes les caractéristiques que eux proposent. Donc, on a diverses machines qu'on paye toujours à la minute, comme pour GitHub Actions. Et donc, on a décidé d'utiliser ça chez nous, de tester. Alors, pour tester, finalement, très simple. Je ne vous ai pas exactement montré comment on définissait un job, je vous ai montré comment on définissait des étapes. Alors, un job, du coup, on le définit de cette manière. On lui donne un nom et on va dire sur quel runner est-ce qu'il va tourner. Donc, par défaut, on va tourner donc, sur des runners de GitHub Actions. Ici, vous avez un runner sur Ubuntu. GitHub Actions, je ne l'ai pas dit, mais il propose donc des runners sur Windows ou sur Mac, dont les prix augmentent aussi. Donc ceux sur Windows sont par exemple, je crois, 2 fois plus chers que ceux sur Linux, et ceux sur Mac 10 fois plus chers. Donc pour changer de runner, tout simplement, on va rajouter le nom du runners mis à disposition par Buildjet à la place de celui de GitHub Actions. Ça demande juste une toute petite chose avant, qui est de faire un login sur le site de Buildjet et puis de leur donner accès à notre repository pour que leur runner soit visible par notre repository. Ça, c'est une partie importante. Et à partir de là, on peut utiliser les runners de Buildjet. Alors, on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de pérennité, en fait, parce que cette entreprise-là est assez récente, elle pourrait décider d'arrêter de travailler à n'importe quel moment. Oui, c'est possible, mais le risque qu'on a par rapport à ça, en tout cas, c'est simplement de devoir repasser à Ubuntu Latest et de continuer à faire tourner nos workflows. Alors de nouveau, ils vont durer plus longtemps que ce qu'on aimerait, mais en tout cas, ils vont continuer à fonctionner et on ne va pas se retrouver sans CI du jour au lendemain. Les résultats, donc en termes de build time, on est passé à 8 minutes pour nos builds, sans avoir rien changé d'autre, ni en termes de configuration de Gradle, etc. Tout simplement, avec le même workflow, on est passé à 8 minutes, donc plus rapide que ce qu'on avait avant sur Google Cloud Build. Énorme succès de ce côté-là. Et puis en termes de prix, en fait, on se retrouve à 12 centimes par minute au lieu de 16 centimes. Alors, ces 12 centimes, pourquoi? C'est simplement parce que j'ai choisi d'utiliser des runners à 8 vCPU. Alors, juste pour expliquer pourquoi celui-ci, il n'y avait pas de raison spécifique pour laquelle j'ai choisi celui-ci. J'en ai choisi un qui était à peu près entre ceux de GitHub et puis ceux de Cloud Build, pour voir comment ça se comportait. Ça se comporte bien, je suis resté là-dessus pour le moment. Maintenant qu'on a une CI qui fonctionne aussi bien, voire mieux que celle d'avant, pour lequel on a donc des workflows qui sont beaucoup plus faciles à écrire, à éditer, etc., on peut prendre un petit peu de recul et voir les choses qu'on pourrait améliorer. Et en particulier, alors une des choses que j'ai voulu améliorer, c'est que je me suis rendu compte que les uploads de nos rapports de test mettaient 20 secondes. Alors 20 secondes pour envoyer quelques kilos de fichiers HTML, ça paraît beaucoup. Alors en regardant un tout petit peu plus, je me suis rendu compte que la manière dont le zip est fait n'est pas du tout performante. Très bien, dans ce cas-là, on peut tout à fait créer notre propre commande bash, utiliser notre commande bash pour zipper nos fichiers, et puis ensuite uploader le zip qui a été préparé précédemment. Donc vous voyez ici que dans le if, on peut rajouter aussi
une autre condition qui est je veux que cette étape ne tourne que si la précédente, alors grâce à cet ID ici, a eu un succès. Ça ne sert à rien d'essayer d'envoyer un fichier qui n'a pas été créé. Donc on a réduit de 20 secondes en fait, parce qu'on est passé ici un petit peu moins de 1 seconde pour faire tourner ces 2 steps. Un autre problème qu'on a rencontré, c'est que en décembre, App Center a connu de grosses instabilités qui ont fait que leurs uploads pouvaient durer plusieurs minutes, voire heures. Et leur CLI se comporte d'une manière un petit peu gênante pour nous, c'est que tant qu'elle n'a pas reçu la réponse d'App Center, elle reste en vie, et donc notre job aussi. Donc on est arrivé une fois à avoir un job qui a tourné pendant 6 heures, qui est le maximum qui est permis par GitHub Actions par défaut. C'est pas vraiment quelque chose qu'on veut permettre. De manière générale, on est censé avoir des uploads qui durent quelques secondes. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'on peut pas se protéger de ça? On peut, on rajoute un timeout de 1 minute. Notre envoi dure normalement 20 secondes. 1 minute, c'est largement suffisant. Alors, on peut aller ensuite un petit peu plus loin. On se dit, OK, on a une step qui nous a posé problème. On n'est pas à l'abri qu'une autre nous pose problème par la suite. Dans ce cas-là, on peut mettre aussi un timeout à notre job pour qu'il ne dure pas plus de 30 minutes. Je vois que j'ai dépassé un petit peu. Je finis. Assez rapidement, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que j'avais utilisé la 8 vCPU. Je vous invite aussi à faire ce genre de raisonnement. Est-ce que en fait 8 vCPU c'est nécessaire? J'ai testé avec 16, 8, 4, 2 pour voir de quelle manière ça se comportait. Finalement, aucune différence entre 16, 8 et 4. Je suis donc resté sur 4 vCPU. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait de diviser par 10 les coûts. C'est maintenant on y arrive. On a donc simplement en utilisant une VM qui est exactement adaptée à nos besoins, on est passé donc à des builds qui te coûtent 6 centimes par build au lieu de 64 comme on avait initialement. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu que utiliser GitHub Actions, c'est assez facile en tant que développeur Android pour mettre en place une CI qui va pouvoir supporter vos processus de développement, que vous allez pouvoir faire tout ça sans avoir spécialement de connaissances de DevOps. Je vous invite aussi, comme je vous l'ai montré avec quelques exemples ici, que j'aurais pu vous montrer avec d'autres exemples, à remettre en question l'utilisation des ressources que vous faites. Est-ce qu'il y a des petites choses sur lesquelles on peut gagner du temps, des choses sur lesquelles on utilise des machines beaucoup plus puissantes que ce qu'on devrait? On gagne du temps, de l'énergie, de l'argent. On arrête d'utiliser des ressources qui ne servent à rien. Voilà, ça peut être important. Vous pouvez me retrouver du coup sur les réseaux sociaux avec ces identifiants-là. Vous verrez que vous verrez rarement ma tête sur les réseaux sociaux. C'est cette icône-là, cette image-là. Et puis j'ai publié un article en février qui donne un petit peu plus de détails sur tout ça, sur lequel vous allez pouvoir retrouver éventuellement les actions. S'il y en a certaines que je vous ai montrées qui vous paraissent intéressantes, vous pouvez les retrouver sur l'article. Merci. Est-ce qu'il y a du temps pour des questions? On prend du temps pour les questions. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais principalement 2 questions. Première, comment tu débugs les workflows des GitHub Actions? Alors là, c'est un des gros problèmes, je trouve, de GitHub Actions, c'est que la seule manière de les débugger, c'est d'écrire ton workflow. Tu peux éventuellement le faire sur une autre branche. Tu vas donc modifier ton fichier YAML, tu vas committer, pusher, et tu vas attendre que le workflow ait tourné pour voir son résultat. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez regardé un peu tout ce qui était cache Gradle, cache pareil, des images, typiquement les... Ouais. Alors ça, j'en ai pas... images, sur lesquels vous instanciez les tools, des trucs comme ça. Ça, je n'ai pas trop parlé, mais il y a une step qui est mise à disposition par GitHub qui permet donc de gérer le cache. Donc il y a quelques customisations qu'on peut faire. De manière générale, l'action de Gradle vient déjà avec une gestion du cache. Il recommande de ne pas utiliser l'action cache qui est moins optimisée, en tout cas pour Gradle. Donc dans notre cas, j'avais effectivement testé. J'utilisais au départ avec l'action de GitHub. Et c'est effectivement un petit peu plus efficace avec celle de Gradle sans configurer le cache. Après, on peut mettre plus de customisation. Voilà. Et c'est le cas pour toutes les autres steps, enfin la plupart des autres steps, on peut utiliser du cache aussi. Et niveau impact, du coup, tu as vu comme en fait ils viennent par défaut, j'ai pas vraiment essayé de les désactiver pour voir.
On voit les différences éventuellement si jamais vous faites tourner le workflow une première fois. À partir de la deuxième fois, ça va aller plus vite. Oui. Est-ce que tu peux faire tourner en local les GitHub Actions? Non, Non. non, du Donc, coup, ouais, même c'est quand tu d'où ma débugs, réponse. Ouais. Donc, Pour le moment, en même tout quand cas, tu c'est pas débugs, tu possible. payes. Pardon? Même quand tu débugs, tu payes du coup? Ouais, Ah, ok, Ouais. ça marche. c'est ça, ouais. Ouais. En tout cas, pas à ma connaissance, ouais. Sachant qu'il y a, si vous utilisez les GitHub Runners, vous avez à peu près 2000 minutes gratuites par mois, je crois, enfin selon le votre compte. C'est intéressant de voir que tu as parlé de App Center et de ça, ces deux produits Microsoft. Je me demande si l'un pourrait pas bénéficier finalement à l'autre. Je me pose des questions en termes de maturité de l'outil. Également, tu n'as pas dit si on peut faire vraiment le déploiement complet avec l'envoi au store. Est-ce que ça aussi c'est disponible? Et en termes de fonctionnalité, si tu compares à des trucs comme App Center ou Bitrise, est-ce que tu t'y retrouves ou est-ce qu'il y a des manques? Sur GitHub Actions en particulier, Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, là, je vous ai parlé que de CI, mais finalement, la CD, dans notre cas, ça va être juste une adaptation en fait, de notre workflow de CI pour du déploiement. Donc oui, tout fonctionne très bien en fait. Parce que sur App Center, en fait, là j'ai envoyé dans le workflow de CI, j'envoie simplement à nos QA et pas à nos clients. Mais il suffit en fait de changer à quel projet en fait App Center on envoie les APK pour finalement déployer pour les clients. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de différence. Et de la même manière, il y a des actions qui existent pour déployer sur le Play Store, etc. Donc pour ça, il n'y a vraiment aucun problème. Et pour, par exemple, des tests UI, ça peut te faire popper. Alors des tests UI, ouais. Alors pour des tests UI, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Il y a une action qui existe, vous pouvez éventuellement en discuter avec Thibaut ici, qui a mis la nôtre en place. Donc qui s'appelle, je crois que c'est Reactive Circus, le nom du repo sur lequel elle existe. Et le problème de ces tests UI, c'est qu'ils ont besoin de tourner sur macOS, sur les runners de GitHub. Donc ça va coûter beaucoup plus cher, comme je vous l'ai dit. Par contre, le gros avantage de Buildjet, c'est que justement, en fait, sur leurs runners Linux, ils ont les configurations qui permettent de faire tourner aussi ce Reactive Circus / emulator, je ne sais plus quoi. Et donc, en fait, on peut faire tourner un émulateur et donc des tests instrumentés dessus. C'est pas toujours évident. Nous, on rencontre un peu des problèmes. Il faut faire attention aux émulateurs qu'on utilise. Si vous avez déjà eu des problèmes sur vos émulateurs en local de System UI is not responding ou quelque chose comme ça, vous pouvez aussi les rencontrer sur cette action. Donc ouais, il y a ce genre de problème qu'on rencontre, mais en tout cas c'est possible d'aller plus loin et de les résoudre. Je sais qu'il y a des repos, des projets open source, etc. qui l'utilisent avec succès. Donc c'est possible. Ouais. Super, merci. Juste pour revenir sur le fait de pouvoir faire tourner les GitHub Actions en local, je m'étais renseigné, alors je n'ai pas encore fait le test, mais il existe un projet GitHub qui s'appelle Nectos Act, qui permet justement de run en local les GitHub Actions. Alors je ne peux pas garantir le fonctionnement puisque je n'ai pas testé, Ok. mais je l'ai tombé sur cette documentation, je viens de vérifier, ça existe toujours. Génial. À première vue, c'est maintenu à jour. Donc, Comment t'as dit qu'il s'appelait? alors le soft s'appelle Act, ACT. Ok. Et c'est publié sur le GitHub de Nectos. Ok. Vous pourrez fournir le À lien. tester. À tester. Merci. Merci en tout cas pour votre attention et pour vos questions.